Bonjour, je vais corriger l'exercice 9 du TD 18. Alors voici l'énoncé. Cet exercice, il est assez difficile, ouais, disons-le franchement difficile. On étudie un modèle simple qui permet d'expliquer pour la formation du champ magnétique terrestre. Donc le modèle est suivant, le noyau de la Terre, il est solide. Alors le noyau de la Terre est le centre de la Terre est très chaud, mais la pression y est tellement forte qu'il est quand même solide. Il est principalement constitué je crois, de nickel et de fer. Alors, ça peut assez, se prendre assez facilement. Donc, c'est des matériaux qui sont assez abondants dans, notamment le fer. Et lorsque la Terre s'est formée, au départ, en gros, c'est que du liquide. Hein, c'est du magma. Et donc, tout ce qui est trop lourd coule. Ça, je pense que vous êtes d'accord. En particulier le fer. Et ben, quand vous êtes sur une planète et que vous coulez indéfiniment, hein, ben, vous coulez jusqu'au centre de la planète. Et donc c'est pour ça qu'il y a une telle concentration de fer et de nickel au niveau du noyau terrestre, qui est solide. Et il tourne à une vitesse angulaire différente de la Terre. Et c'est ça qu'en fait qui est à l'origine enfin, d'après ce modèle, qui est à l'origine du champ magnétique terrestre. Le disque que vous voyez en haut, c'est ce qui modélise le noyau. On suppose que le courant, il va uniquement de H vers K. On voit aussi un circuit électrique, hein. C'est la spire qui se trouve en bas, qui a une résistance R et une inductance propre L. Vous avez par contact un contact électrique au niveau du point K et au niveau de l'axe du disque. Donc ça fait un circuit fermé, le courant peut circuler. Vous avez également le coefficient d'inductance mutuelle qui est défini. Juste en dessous, là, phi égale l'intégrale W scalaire d 2s. Donc, ça définit le coefficient d'inductance mutuelle, donc ça je vous laisse lire l'énoncé. Enfin, voilà, première question, c'est on vous demande d'exprimer la force électromotrice EHK entre H et K existant entre l'axe et la périphérie du, du disque. Alors, EHK, on va dire entre l'axe et la périphérie de D. On va juste définir une notation. Alors, commençons la résolution. On commence la résolution. Exercice 9. TD 18. Alors, vous avez le disque qui est comme ceci. Vous avez le point K qui est ici, le point H qui est au niveau de l'axe du disque, c'est ce qui modélise le noyau, et vous avez des charges qui vont de H vers K ou de K vers H, hein, suivant le sens du courant. Et votre axe, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne aussi, avec une vitesse angulaire oméga. Ça veut dire qu'une charge qui se trouve, disons, euh, en rouge, ici, et bien elle a une certaine vitesse. Elle a une certaine vitesse, donc si on calcule la force de Lorentz, QV vectoriel B, ça va donner une force qui, euh, qui peut, enfin, notamment avoir une composante suivant H. Et c'est ça qui va être à l'origine de la force électromotrice qui va apparaître sur ce segment-là. Si le disque ne tourne pas, en revanche, il n'y a pas de force électromotrice qui va apparaître. Donc regardons cette charge et ce que vous devez savoir c'est que, alors ici les charges disons que c'est, je vais dire des électrons, mais dans le magma ce sera certainement des ions ou d'autres entités, hein, qui portent les charges. Ah, disons que c'est un électron pour fixer des idées. Ce que vous avez dans un matériau conducteur, ce qui se passe c'est que euh, la,
la force, la somme des forces qui s'exerce sur mon électron doit être nulle, hein, dans un conducteur parfait. Un conducteur parfait où je néglige toutes les résistances. Alors c'est ce que je vais supposer ici. C'est-à-dire que la partie résistive du circuit, elle est dans le reste du circuit. Elle n'est pas sur cette partie-là. Ça veut dire que la... si j'écris la force de Lorentz en entier, ça doit faire 0, quasiment 0. Effectivement, si cette quantité est non nulle, la charge, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va accélérer continuellement. Et ça, c'est pas possible. Et il y a forcément, euh, parce que si c'est le cas, on va avoir une accumulation de charges quelque part. Et ça, dans ce cas-là, on suppose que c'est pas le cas. Il n'y a pas d'accumulation de charges quelque part dans le circuit. On a quand même un ultra simpliste de ce phénomène. Donc, forcément, on a ce truc-là qui vaut 0. Alors, normalement, ça vaut M1. Mais comme la masse est très petite, et que les charges se déplacent pas non plus à des vitesses, à des vitesses très grandes, donc les accélérations qu'elles peuvent subir sont pas énormes, donc voilà, ça vaut environ 0. Et le champ électromoteur, il est là en fait. Le champ électromoteur, c'est moins V vectoriel B. Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est pas au programme. C'est hors programme. À la fois, je pense que c'est compréhensible, mais c'est des parties du programme, c'est des choses que vous verrez plus tard. Donc, le champ électromoteur, c'est V vectoriel B, donc on peut le calculer. Et je vais travailler en coordonnées cylindriques. Alors, par exemple, le vecteur ER, il est comme ceci. Θ, il est comme ceci. Et EZ, il est comme ceci. Donc la vitesse de ma charge, elle a une composante suivant E de R. Je vais l'appeler V de R. En fait, je vais voir dans un instant qu'elle ne m'intéresse pas. La charge du fait de la rotation, parce qu'elle est quand même entraînée par le disque, c'est oméga R suivant Eθ. Et il n'y a pas de vitesse suivant EZ, puisque là on a un disque, donc il n'y a pas vraiment de possibilité de se déplacer suivant l'axe Z. Vectoriel. Donc le champ magnétique, d'après l'énoncé, il a deux composantes. Je vais vous tracer rapidement les lignes de champ magnétique. Donc, faut imaginer là en dessous, là vous avez une spire. Donc les lignes de champ magnétique, elles sont comme ça. Il n'y a pas de composante suivant Eθ. Par contre, il y a une composante suivant ER et EZ. Ça, c'est les lignes de champ magnétique. Alors, donc c'est B de R suivant de R, 0 suivant Eθ, B de Z suivant EZ. Je calcule ce produit vectoriel, ça me donne, en tenant compte du moins qui est devant, ça fait moins oméga fois R fois B de Z, suivant de R. Suivant Eθ, c'est plus B de R, B de Z, suivant Θ. Et enfin, suivant Z, j'ai moins, donc avec le moins qui est devant, ça va faire plus oméga R, B de R suivant E de Z. Voilà. Alors en fait, le seul terme qui m'intéresse, c'est celui-là.
c'est celui qui va faire avancer ou enfin, qui va avoir tendance à pousser les charges soit vers suivant E de R, soit suivant moins E de R. C'est la force électromotrice. Une tension, c'est ça, hein. C'est fait dans un circuit. Elle pousse les charges à avancer. La partie qui est là, on va s'en occuper juste après. En fait, ce que vous reconnaissez, c'est quasiment la force de la place. Voilà, j'en dis pas plus, mais on s'en occupera après. Et le terme suivant E2Z n'est pas, pour nous, n'est pas intéressant. Ce qui va se passer, c'est que il y a un champ électromoteur qui va s'installer suivant l'axe Z et qui va juste faire en sorte que les charges ne sortent pas du disque. Donc, ce terme-là, en fait, il est pas très intéressant. Il ne va pas m'apporter grand-chose. Donc, je vais me focaliser sur ce terme-là. Et là, vous savez que moins des, alors, c'est moins gradient de V. Je change l'épaisseur du trait, moins gradient de V, c'est le champ électrique. C'est une formule qu'on a vue cette année rapidement. C'était avec les histoires d'énergie potentielle. L'énergie potentielle d'une charge électrique, c'est sa charge fois le potentiel. Et en fait, c'est lié à cette formule-là. Le champ électrique, c'est le gradient du potentiel électrique. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins d de V sur d de R, c'est moins oméga R B de Z. Ça, c'est pas le résultat demandé, mais c'est un résultat important. Je continue mon petit calcul. Donc V VHK, je peux le calculer maintenant. C'est V de K moins V de H. C'est simplement l'intégrale de D de V de H à K. D de V, ça vaut quoi? Voilà. Hop, je reviens ici. D de V, alors le signe moins, il peut s'en aller, hein. Ça devient un signe plus. Le D de R, c'est pas très correct ce que je fais. Alors, pour être rigoureux, je dirais, je fais un changement de variable pour pouvoir mettre le D de R ici. Donc, vous savez comment je procède, hein. Le D de R qui est là, hop, je le mets ici, et donc j'ai l'expression de D de V. Et donc ça donne l'intégrale, pour R qui va de 0 jusqu'à petit a, de D de V, donc c'est oméga fois R fois Bz fois D de R. Alors ici on est un petit peu embêté parce que B de Z il dépend de R. Alors, cette intégrale en fait vous ne pouvez pas facilement la calculer parce qu'il faut connaître B de Z. Et là ce qu'il faut c'est bien regarder l'énoncé. Parce que quand on regarde bien l'énoncé en fait ça va aller tout seul. C'est l'intégrale de 0 à A de 2pi R. Donc le 2pi que j'ai mis au dénominateur, je l'ai également mis au numérateur. B de Z, D de R. Et là, ce que vous reconnaissez, c'est M fois I. Donc là, l'énoncé, il y a notre rescousse, donc c'est fait MI oméga sur 2pi. Quand j'ai fait ça, je peux en déduire l'équation électrique de mon circuit. Donc, l'équation électrique, on fait déjà le circuit. Ici, j'ai le point H. Ici, j'ai K. Alors, je vais quand même que...
Je continue mon circuit. Il y a quoi dans mon circuit? Il y a une résistance et il y a de l'auto-induction. Une bobine. Le EHK, il est comme ça. L'intensité I, elle est comme ça, dans le même sens que de E et de HK. Et donc on fait une loi d'émail. Alors ce qu'on va écrire, c'est directement cette tension-là, c'est R fois I, forcément. Et cette tension-là, alors I, il est comme ça. Bon, je sais qu'il y a le courant, je le retrouve, l'intensité plutôt, et sans déviation est la même dans l'ensemble du circuit. C'est le début du cours d'électronique, je vous rappelle. D de I sur D de T. Et donc ça fait EHK égale à RI plus LT de I sur D de T. Et d'après le résultat qu'on a juste au-dessus, ça donne finalement M oméga sur 2pi égale à RI plus L D de I sur D de T. Voilà, donc ça répond à la question petit a. Donc on retourne vers l'énoncé. Alors l'énoncé, on déduit l'équation électrique, donc ça c'est bon. Ensuite, je fais l'équation mécanique. Donc vous avez un certain couple des forces de Laplace, parce qu'il y a un courant entre H et K qui va s'appliquer, et on va en déduire l'équation mécanique du circuit. Alors ce qu'il faut bien noter dans l'énoncé, donc là il faut bien lire l'énoncé. Donc il y a contact avec entraînement au niveau du point K. Donc le disque est soumis à un couple mécanique constant. Effectivement, si le noyau ne tourne pas à la même vitesse angulaire que le reste de la Terre, forcément ça frotte quelque part. Et donc et pour modéliser ça, on prend un couple mécanique constant. Un peu comme des freins, tout simplement, hein. Lorsque vous freinez, ben, vous exercez un couple mécanique qui est plus ou moins qui est constant si vous appuyez de manière identique sur le frein, hein, s'il est constant, au cours du temps. Donc, euh, donc maintenant on va s'intéresser à la partie mécanique. Donc vous avez ici H, l'axe de rotation. Là je représente vraiment le minimum. Et je vais considérer cette portion-là. D de L, je le mets même en vecteur. Il y a une force de Laplace qui s'exerce sur ce segment. Donc là, c'est indiqué dans l'énoncé. C'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça. Parce que les charges, en fait, elles peuvent partir aussi sur le côté. Donc le modèle qui est utilisé, c'est de dire que non, les charges, elles vont de H vers K sans déviation, comme si c'était un fil. Donc ça, je m'appuie sur l'énoncé. Il y a une force de Laplace qui s'exerce. Donc le champ magnétique, il est, allez, disons comme ça. Il a une composante suivant R, E de R, et une composante suivant E de Z. Et on peut l'indiquer également le repère. Donc ça c'est E de R qui va être comme ça. Le θ, il est il rentre dans le plan de la feuille, disons. E de Z, il est comme ceci. Voilà. Donc, donc il y a une force de Laplace qui s'exerce. Donc, pour savoir rapidement dans quelle direction elle est, on peut utiliser la règle de la main droite. IDL vectoriel B. Donc normalement la force, elle s'exerce, elle est vers vous. IDL vectoriel B, s'il est positif, hein, vous savez ça.
eh bien, cette force-là, elle va exercer un couple. Et un moment des forces, et le moment, ça va être quoi? Ça va être HM, j'appelle ce point M, HM, vectoriel, D de F, hein, force de la place qui s'exerce sur ce segment. Et une fois que j'aurai fait ça, il faudra que je fasse la somme sur tous les segments de la barre, du segment HK. Donc ça donne quoi? Le couple total. Je vais mettre la place. Ce gamma est déjà utilisé. Ça va être l'intégrale de 0 jusqu'à A de D de F de la place. Je vais mettre en rouge, c'est le segment. Moi, je, je fais une petite erreur. C'est HM. Donc je calcule le couple par rapport à l'axe. C'est par rapport au point H. C'est pour ça qu'il y a le point H ici. D'accord. Dans le cours, le moment de la force, c'est OM vectoriel F. Le moment par rapport au point O. Ici, c'est le moment par rapport à un point H de l'axe. Donc c'est HM. H en place ou dans la formule. À côté, pour le moment par rapport à point O de la force F, c'est OM vectoriel F. Ici, on s'intéresse au moment par rapport à l'axe. Donc ici, c'est pas O, c'est H. Et c'est pas F, c'est D de F. Je complète. D de F, donc c'est I, D de L, vectoriel B. Alors, partez pas en courant, mais vous voyez qu'on a deux produits vectoriels à calculer. C'est ouais, c'est vrai que ce calcul, pour ça, il n'est pas très sympa, dirons-nous, parce que des calculs, il y en a pas mal même. Ah, allons-y. Donc le vecteur HM. H il est là, M c'est R suivant E de R, rien suivant Eθ et rien suivant EZ. Vectoriel. Je mets une parenthèse. Faire attention au parenthésage. ID de L, donc ça fait ID de R. 0, 0. Donc suivant ER, Eθ, EZ. Ça, je l'écris pas. C'est implicite. Et le champ magnétique, il a une composante suivant B de R, rien suivant θ et suivant B de Z. Je continue mon calcul. Alors, je vais commencer par calculer le premier produit vectoriel. Donc je précise plus le ER, Eθ, EZ, hein, donc c'est implicite. Ça allège un petit peu les notations. Alors, mon produit vectoriel suivant E de R, normalement j'ai rien. Hein, c'est ça fois ça, moins ça fois ça, donc c'est 0. Suivant Eθ, je vais avoir ça fois ça, donc c'est moins I B de R, B de Z. Suivant Eθ. Et suivant EZ, je vais avoir 0. Heureusement, ça simplifie un petit peu. Et je continue mon calcul. 0, θ. Je vais trouver 0 suivant ER, 0 suivant Eθ, et suivant EZ, je trouve moins I
BZ, R, D2R. Donc finalement, on calcule. Donc, voilà, le moment des forces de Laplace sur mon disque, c'est l'intégrale de 0 à petit a de moins I B de Z R D de R. C'est ça. Et là, encore une fois, alors j'ai un petit problème parce que B de Z, il dépend de R. C'est ce qui fait aussi la difficulté de cet exercice. C'est que, par habitude, très souvent, B2N, en fait, il est constant dans ce genre de calcul. Donc, du coup, on le met devant l'intégrale et puis ça va bien, quoi. Là, c'est pas le cas. Et donc, encore une fois, l'énoncé vient à notre secours. Je vais mettre moins i devant. Je vais diviser par 2pi. Donc, le 2pi, je vais en copier au numérateur. R, D2R. B2Z. Et là, ce que vous reconnaissez, d'après énoncé, c'est M fois I. Donc finalement, c'est même plus simple. Donc ça fait moins M I carré sur 2pi. Et j'ai oublié les vecteurs, c'est suivant E de Z. Voilà. Donc le moment des forces de Laplace. Alors je vais quand même regarder si c'est cohérent. Donc le moment des forces de Laplace. Donc alors, ça va être assez difficile pour moi de le faire, mais je vais tenter un petit dessin. Donc si le pouce ID2L, c'est le pouce, ça c'est un pouce, hein, avec l'angle. IDDL vectoriel B, donc ça c'est l'index, qui est suivant B, et le majeur, et les deux autres doigts. Donc la force de Laplace, c'est celle-là, c'est le majeur, qui est dirigé vers vous. Donc la force de Laplace, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a tendance à faire tourner dans le sens négatif le disque. Donc c'est cohérent avec le signe moins. C'est ce que je voulais vérifier en fait. Après le reste, j'espère que j'ai pas fait d'erreur de calcul. Et donc je peux écrire l'équation mécanique. Donc ça fait J oméga point. Hein, oméga point c'est θ seconde. C'est égal au moment constant plus le moment des forces de Laplace projeté suivant l'axe Z. Hein. Il se passe uniquement quelque chose suivant l'axe Z. Hein. Suivant l'axe OZ. C'est pas un plus, c'est un moins. Moins mi carré sur 2pi. Bon, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû encadrer ce résultat parce que c'est pas la réponse à la question posée. Le résultat qu'il faut encadrer, il est là. Ça, c'est la réponse à la question posée. Je vérifie où on en est dans l'énoncé. Exprimer en fonction de MI le couple des forces. On déduit l'équation mécanique du circuit, donc c'est fait. Et établir les bilans de puissance de ce système. Alors, bon, ça, en gros, là, c'est bon. Là, on a fini l'exercice. Alors, donc, en nouvelle page. Donc, l'équation électrique mi oméga sur 2pi. Pi.
égal à RI plus LD de I sur D de T. Et l'équation mécanique, c'est J oméga point égale le moment constant moins mi carré sur 2pi. Et il y a encore un terme. Non, moins mi carré sur 2pi, tout simplement. Ça, c'est l'équation 2. Et ça, c'est l'équation 1. On vous demande de faire un bilan de puissance. Quand vous avez un bilan de puissance, souvent, vous ne savez pas trop quoi faire. Je vais vous dire, c'est normal, parce que c'est une notion assez abstraite. Voilà, la puissance, oui, c'est un peu qu'on pourrait comprendre si, voilà, si on voit une voiture qui démarre, si elle démarre très vite, bon, on va se dire, ah, elle doit être puissante cette voiture, etc., etc. Là, on a juste des équations. Alors, dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est simplement, à partir de ici, d'une tension, on fait une puissance. Donc, et là, votre réflexe, c'est on multiplie par l'intensité. Comme ça, lorsque j'ai fait ça, j'aurai bien une équation où j'aurai des puissances. Et je fais la même chose avec cette équation-là. Donc ici, on a un couple. Et pour obtenir une puissance, il faut multiplier l'équation par oméga. Si on multiplie par oméga. Donc ça donne quoi? Ça donne mi carré oméga sur 2pi. C'est égal à ri carré de l'effet Joule plus li d de i sur d de t. Et ici, on a j oméga point oméga, c'est égal à gamma oméga moins mi carré oméga sur 2pi. Et là, quand vous arrivez là, vous avez la bonne surprise que ces deux termes-là, ils sont identiques. En fait, c'est par là que se fait le couplage entre l'équation électrique et mécanique. C'est un couplage électromécanique. Puisque ça, c'est une équation électrique, la première, et la deuxième, c'est une équation mécanique. Et ce qu'on va faire, c'est que on va se débarrasser de ce terme-là. Et je vais tout de suite, dans la foulée, modifier ce terme-là. Ce terme-là, en fait, c'est d sur d de t, de 1 demi, de j, oméga carré. Ce terme-là, c'est d sur d de t, de 1 demi de li carré. Vraiment, vous devez commencer à vraiment être habitué à ce genre de manipulation. Ça donne quoi? Ça donne d sur d de t de 1 demi de j oméga carré. C'est égal à gamma oméga moins, tout ça, moins ri carré, moins d sur d de t de 1 demi de li carré. Je fais une petite réécriture, donc ce terme-là, je le mets de l'autre côté. Et puis les deux termes-là, je vais les laisser à droite. C'est complètement arbitraire, hein. Que je mette un terme à gauche ou à droite de l'égalité, ça ne change rien, hein, c'est toujours la même égalité, si vous ne faites pas d'erreur de calcul. Voilà, ça c'est le bilan de puissance. Ici, vous avez la dérivée temporelle d'une énergie qu'on pourrait... c'est une énergie potentielle, en fait, ou de l'énergie cinétique. On va dire de l'énergie mécanique. Alors, non, l'énergie mécanique, non, c'est... Parce que là, on a une partie électrique, on va dire l'énergie, voilà. Ici, vous avez de l'énergie qui est emmagasinée sous forme d'énergie cinétique de rotation, c'est le premier terme. Une partie de l'énergie, c'est de l'induction, en fait. C'est l'énergie stockée par une bobine.
Le fait qu'un courant s'est établi, ben, entre guillemets, le courant a une certaine inertie, hein, je mets plein de guillemets quand je dis ça, et donc ça stocke de l'énergie. Et là, vous avez donc la dérivée temporelle, sa variation, elle est due à quoi? Elle est due à quoi? Au fait que vous avez un moment qui s'exerce constamment sur le noyau. Ce système-là fournit de l'énergie, visiblement, à mon système. Si ce terme-là est positif, ça a tendance à fournir de l'énergie, à augmenter ce terme-là. Mais vous avez aussi de l'effet Joule, parce que les charges, elles ne se déplacent pas comme ça. Il y a un peu d'effet Joule, et donc ça va compenser plus ou moins ce terme-là. Et donc c'est mon bilan de puissance. J'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Alors maintenant, si on veut aller plus loin, on peut faire la résolution numérique de ces équations-là. Je le fais dans la vidéo suivante. Je vais résoudre numériquement ces équations-là et je vais constater que l'intensité en fait change brutalement de sens. Et quand ça arrive, ça veut dire que le pôle Nord et le pôle Sud s'inversent. C'est déjà arrivé au cours de l'histoire de la Terre plusieurs fois, hein, où le pôle Nord et le pôle Sud se sont inversés. Alors comment on sait ça? Ben, en fait, on étudie le magnétisme des roches volcaniques. Donc on sait à quelle période la roche s'est solidifiée. Et en fait, lorsque la roche se solidifie, elle garde en mémoire, en fait, si vous avez des, des petits aimants, hein, dans la roche qui se solidifie, hein, donc ça peut être même des atomes, hein, qui sont d'une certaine aimantation, eh bien, ils vont s'orienter suivant le champ magnétique terrestre, préférentiellement. Et lorsque ça va solidifier, ça va figer l'état magnétique de la pierre au moment où elle se solidifie. Et quand vous faites des études sur l'ensemble de la planète, pour des roches de différentes époques, et ben vous êtes capable de reconstituer l'historique du champ magnétique terrestre au cours des âges. Et donc vous pouvez remonter très loin dans l'histoire dans cette histoire-là, et vous pouvez constater que effectivement le champ magnétique terrestre, il change, il bouge. Hein, d'ailleurs, le pôle nord magnétique se déplace d'une certaine distance tous les ans. Donc c'est quelque chose qu'on peut même mesurer d'année en année. Voilà pour cet exercice. Donc dans une deuxième vidéo, je fais la résolution numérique des équations qui sont des équations 1 et 2 qui sont juste là.